Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse de participer à votre 31e colloque. Voilà, c'est un très grand honneur pour moi. Je pourrais commencer mon propos en vous citant Aristote ou Montaigne, mais je préfère commencer mon propos en partageant avec vous une expérience qui a été menée dans une classe, dans une école. On a demandé à des petits-enfants s'ils préféraient demander de l'aide pour résoudre un exercice à l'intelligence artificielle ou à leurs camarades de jeu assis à côté d'eux. Et la plupart des enfants ont répondu qu'ils préféraient demander de l'aide à l'intelligence artificielle. Et quand on leur a demandé pourquoi, les enfants ont répondu « parce que l'intelligence artificielle ne va pas se moquer de moi ». C'est une expérience qui devrait nous faire collectivement réfléchir. Lorsque nous entendons parler d'intelligence artificielle, nous avons l'impression que le débat est divisé en deux camps, technophiles, technophobes, le bien et le mal, choisissez votre camp. Il me semble plus intéressant en tant que philosophe de m'intéresser plutôt à cette question, mais finalement, pourquoi diable avons-nous inventé l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle dit de notre société et surtout, qu'est-ce qu'elle dit de notre humanité? L'intelligence artificielle pourrait bien être un miroir de notre humanité et peut-être même de nos petites médiocrités. J'en veux pour preuve cette question, ce constat. Si ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin pour vous apprendre la mauvaise nouvelle d'une maladie, plus de patience que certains professeurs, plus de capacité d'écoute que nos parents, plus de tolérance que nos amis, plus de créativité qu'un juriste, est-ce que l'intelligence artificielle ne vient pas finalement mettre un coup de projecteur sur nos failles, sur nos vulnérabilités, notre manque de valeur, et finalement, n'est-ce pas une grande hypocrisie de crier au grand remplacement de l'être humain par les nouvelles technologies? Est-ce que finalement ce n'est pas nous qui avons oublié toutes ces valeurs et avons du coup décidé de les déléguer à ces outils? Finalement, c'est une vieille question, une très vieille question. Je suis retombée sur un texte du philosophe Jean-Jacques Rousseau, ça ne date pas d'hier, XVIIIe siècle, qui de son temps déjà disait « Nous avons transformé les enfants en perroquets, en singes savants qui connaissent par cœur leurs leçons, mais à quel moment est-ce que nous leur apprenons l'humilité, la gentillesse, la charité, le sens de l'autre? Nous leur transmettons des connaissances, mais à quel moment est-ce que nous donnons du sens à ces connaissances et donc des valeurs derrière ces connaissances? En France, tous les bons petits écoliers connaissent par cœur la date de cette bataille, Marignan 1515. Marignan 1515. Mais le fait de connaître la date de cette bataille conduit-il au fait qu'il y ait moins de guerres dans le monde? Non. Nous connaissons par cœur nos livres d'histoire et il y a toujours autant de guerres dans le monde. Ce qui signifie bien que la question n'est pas la connaissance, le savoir que nous transmettons, mais l'enseignement qu'il y a derrière ces connaissances. Il y a un gouffre grandissant entre nos progrès technologiques et scientifiques et notre progrès humain, où finalement nous avons l'impression que nous stagnons collectivement. Ce qui pose la question de la transmission, et surtout du regard que nous portons sur la jeunesse. C'est intéressant parce que dans l'Antiquité, les Grecs avaient une déesse de la jeunesse qui s'appelait Hébé. Elle avait un autel à Athènes autour duquel les foules se pressaient pour lui rendre hommage. Mais à quel moment, où et comment aujourd'hui rendons-nous hommage à la jeunesse? Il y a un discours ambiant apocalyptique de fin du travail, de fin de l'humanité, de fin du monde. Et dans ce discours de l'apocalypse, c'est-à-dire dans ce discours de la fin, eh bien, quel est le message que nous transmettons à la jeunesse? Il y a un vieux débat entre les philosophes depuis des siècles pour savoir ce qui distingue l'être humain des autres animaux. Alors, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la politique. Marcel Mauss, lui, disait que l'être humain est un animal cuisinier, mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la cuisine. Et puis il y a Saint-Augustin, qui lui disait que l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement.
L'être humain, c'est l'animal du commencement. C'est cette capacité à pouvoir commencer quelque chose qui fait toute notre humanité selon saint Augustin. Et à quel moment est-ce que nous permettons aux jeunes générations justement de pouvoir commencer quelque chose? On a l'impression qu'elles doivent continuer, malheureusement, et avec ce que nous leur avons laissé, sans pouvoir faire ce petit pas de côté qui permettrait peut-être de réinventer ou de repenser la manière dont nous voyons les choses. Comment, dans ces conditions, les jeunes générations ne pourraient pas considérer l'intelligence artificielle comme une sorte de magicien, voire comme une sorte de sauveur? Si je vous parle autant de la question de la relation à l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie intérieure s'il n'y a pas une juste relation à l'autre. Et c'est peut-être tout le message des évangiles, avec ce verset « Vous êtes le sel de la terre, si vous perdez votre saveur, comment redeviendrez-vous des hommes ?» Le sel, c'est le sel de l'altérité, le goût de l'altérité, mais c'est aussi cette capacité à créer du commencement. Et c'est justement le rôle de l'école que de créer cette capacité du commencement. D'abord, à l'échelle des lieux, même de l'architecture, même des lieux. Je me suis beaucoup inspirée dans mes travaux de recherche d'un grand intellectuel du XXe siècle qui s'appelle Elias Canetti et qui disait que selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Autrement dit, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu vas devenir. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu vas devenir. Cette phrase est vertigineuse à l'échelle individuelle, surtout quand on voit les jeunes générations sur leur téléphone à scroller toutes les images sur Instagram et TikTok. Mais elle est aussi vertigineuse à l'échelle collective. Comment repenser des lieux qui vont nous permettre de nous rencontrer? Comment penser ou repenser des écoles, des lieux d'enseignement qui vont nous permettre de nous rencontrer? On sous-estime toujours la capacité des lieux à jouer un rôle dans nos vies. Moi, je ne peux pas m'empêcher, en sortant d'une réunion, de me dire « mais si elle avait eu lieu dans une autre pièce, est-ce qu'on serait parvenu à la même conclusion ?» Dans un appartement ou une maison, si on s'était croisé dans la salle de bain et pas dans le salon, est-ce que l'on se serait disputé de la même manière? Voilà. Les lieux jouent un rôle essentiel, encore une fois, dans notre capacité à orienter ou non nos destins. Et si j'en reviens à la question de départ, sur le sens de nos connaissances, c'est parce qu'elle est intimement liée justement à cette possibilité d'autonomie intérieure, le sens des savoirs. Cela fait écho d'ailleurs à la parabole du semeur. Finalement, des graines sont semées comme un professeur sème des graines, mais à quel moment justement les graines peuvent germer. Je partage avec vous une idée très concrète de ce que je veux dire. Cela fait depuis des siècles que l'on fait faire des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe. Et puis à la fin de l'année, ces papiers finissent à la poubelle. Alors que l'on pourrait très bien leur apprendre la grammaire et l'orthographe en leur proposant d'écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite à côté de l'école ou dans l'hôpital à côté de l'école. Cela permettrait aux enfants de comprendre que finalement, la grammaire et l'orthographe en tant que telles, cela n'a pas de valeur en soi. En revanche, l'enfant comprendra que la grammaire et l'orthographe ont de la valeur quand ils comprendront qu'il faut bien écrire pour être bien compris. Autrement dit, comment est-ce que l'on pense les écoles comme des lieux d'application des savoirs? Et c'est tout ce que j'entends par ce terme qui peut sembler un peu barbare, d'hybridation, l'hybridation. L'hybridation, c'est le mariage improbable. C'est le fait de mettre ensemble des arts, des sciences, des métiers, des générations, des activités qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui, justement, mis ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. De nouveaux métiers, de nouveaux lieux, de nouveaux modèles, de nouveaux mondes. Très concrètement, c'est un peu cette idée de tiers-lieux, des lieux un peu hybrides, qui se développent de plus en plus en France et d'ailleurs partout dans le monde. On va trouver une résidence d'artistes, un incubateur de start-up, une épicerie solidaire et une crèche. Voilà. Tout ça dans une hybridation de publics, de générations, de métiers qui sont mêlés dans un même lieu. On voit de plus en plus de crèches dans des maisons de retraite. Et à l'échelle des écoles, c'est bien cette idée-là.
Si on parle de solidarité, de charité, de sens de l'autre, d'accord, très bien, mais comment est-ce qu'on l'incarne dans un lieu même? Alors je partage avec vous deux expériences que j'ai pu observer en France. C'est un collège voilà, qui menaçait d'être fermé, situé dans une zone très rurale. Le scénario classique, pas assez d'élèves. Alors le directeur de cet établissement s'est dit « Bon, je vais m'hybrider un petit peu ». Donc tout d'abord, il a transformé la cantine de son établissement en restaurant ouvert à tous. Ça tombe bien, il n'y avait plus de restaurants dans le village et dans les villages alentours. Puis il s'est dit « c'est trop bête, je suis à la campagne ». Donc il a fait un certain nombre de partenariats avec des agriculteurs locaux, de manière à ce que le samedi, son collège soit transformé en épicerie solidaire, gérée d'ailleurs par des jeunes de 3e, pour qu'ils puissent apprendre à gérer des stocks, des budgets, voilà. Donc, le week-end, l'établissement est une épicerie solidaire. Et puis il s'est dit, c'est trop bête, je dispose d'espaces extraordinaires, les salles de classe, qui ne sont pas utilisées en fin de journée. Donc il les a mises à disposition en fin d'après-midi pour des personnes âgées, pour des cours d'informatique. Dans une société de plus en plus numérique, si nous voulons continuer à embrasser les personnes âgées dans notre société, il va aussi falloir les former au numérique. Donc, cours d'informatique pour les personnes âgées, et puis, en fin de journée, des cours du soir pour des personnes en situation de chômage ou en reconversion professionnelle. Et donc, on a là l'idée d'une école complètement hybride, qui n'est plus seulement une école, mais qui devient un véritable point de repère dans le territoire où elle se situe. Un autre exemple, c'est un lycée situé près d'Angers, qui est vraiment pensé comme une école d'application. Alors il y a le lieu d'enseignement, mais il y a aussi une maison de retraite qui accueille des personnes en situation de handicap. Et toute l'animation est gérée par les jeunes, de manière à ce qu'il y ait l'application même, justement, des connaissances qu'on leur transmet. C'est vraiment cette idée d'école d'application. Et finalement, cette idée fait écho à cette idée du pape François, du village de l'éducation, en écho aussi au pacte éducatif global. C'est-à-dire comment est-ce qu'on ne peut pas faire tous les métiers du monde, on ne peut pas tout faire au sein d'une école. En revanche, on peut faire tous les mariages improbables du monde, tous les partenariats du monde, dans une logique, encore une fois, de coopération, de mutualisation. Ce qui, soit dit en passant, peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes financiers. Cela fait écho à ce qu'a dit Madame la ministre Rima Karamé hier, justement sur le modèle économique. Je vous donne un dernier exemple concret. Au plus fort de la crise énergétique, il y a à peu près 2 ans, en France, on a des gens qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, qui ont décidé de faire des choses ensemble. Des directeurs d'hôtels, des directeurs de restaurants, dans un même quartier, donc très concurrent, et des cantines collectives d'établissements publics. Donc on a des acteurs publics, des acteurs privés très concurrents, qui ont décidé de s'associer pour mutualiser leurs biodéchets, faire de la méthanisation et produire ensemble de l'énergie. Voilà, dépasser un peu les petites logiques concurrentielles pour justement s'hybrider les uns les autres. C'est bien ça, cette idée d'hybridation que je défends. Et encore une fois, s'il me semble si important de parler de la relation à l'autre, justement dans ma prise de parole, c'est parce qu'il n'y a pas, encore une fois, d'autonomie intérieure s'il n'y a pas cette juste relation à l'autre. Et c'est d'ailleurs un clin d'œil au livre de la Genèse. Finalement, le texte de la Genèse nous dit que Adam et Ève n'ont peut-être pas très bien compris l'interdit divin. Finalement, s'ils n'avaient... en tout cas, l'interdit divin disait qu'il ne fallait pas manger du fruit défendu, manger. Mais peut-être que s'ils, justement, ils avaient eu une logique moins prédatrice à l'égard du fruit défendu, s'ils l'avaient cueilli ou juste senti, voilà. C'est-à-dire avoir une relation peut-être plus juste à l'autre, effectivement, nous serions peut-être restés au paradis. Et donc c'est intéressant comme métaphore de la relation à l'autre, où finalement nous dévorons souvent les uns les autres, les enfants dévorent leurs parents, les parents dévorent leurs enfants, les élèves parfois dévorent leurs professeurs, et donc voilà, comment est-ce qu'on retrouve une juste relation à l'autre? Et finalement, cette idée d'hybridation que je défends repose peut-être sur 2 piliers, qui me semblent essentiels justement pour cultiver notre autonomie intérieure. Le premier pilier, c'est la première de toutes les valeurs. Et si pour moi c'est la première de toutes les valeurs, c'est parce qu'elle entraîne dans son sillage toutes les autres, à savoir la curiosité. Si on est curieux, on est dans l'empathie, la tolérance, l'humilité, on sort de son petit monde et on s'intéresse à l'autre. Il n'y a pas de plus belle valeur que des parents peuvent transmettre à leurs enfants ou que des professeurs peuvent transmettre à leurs élèves. Et cette idée de curiosité, elle n'est pas innée, elle se provoque, elle s'enseigne. Et je partage avec vous une anecdote que j'aime beaucoup, une méthode pédagogique absolument redoutable,
C'est Piotr Stolarski, l'un des plus grands professeurs de musique du monde, qui a formé les plus grands musiciens du monde, qui vivait à Odessa au XIXe siècle, et qui avait l'habitude de faire entrer des petits-enfants de 3-4 ans dans une grande salle remplie de jouets. Et il leur disait, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez, tous les jouets que vous voulez. En revanche, là dans le coin, il y a un petit violon. Ça, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Alors évidemment, les êtres humains détestant les interdits, les petits-enfants n'en avaient que faire de tous ces jouets et ne s'intéressaient effectivement qu'à ce petit violon posé dans un coin. Mais Piotr Stolarski tenait bon et leur disait « Non, vous n'avez pas le droit ». Les heures passaient, les jours passaient, les semaines passaient, la frustration augmentait. Et puis, au bout d'un certain temps, Piotr Stolarski leur a dit « Vous avez été sages, maintenant je vais vous apprendre à jouer du violon ». Il avait tout compris du désir d'apprentissage. Et si cette méthode pédagogique est impossible à reproduire aujourd'hui, eh bien, finalement, nos téléphones portables sont un peu comme des salles remplies de jouets. Toute la question est de se dire, eh bien, où se trouve ce petit violon posé comme ça dans un coin. Donc c'est ça la curiosité. Et le deuxième pilier, là, c'est pas une valeur, c'est une vertu, la mère de toutes les vertus, la fiabilité. Être fiable, être une personne sur qui on peut compter pour pouvoir espérer un jour devenir une personne qui pourra compter. Être fiable, c'est-à-dire tenir ses promesses, puisque finalement, nous sommes prisonniers des engagements que nous n'avons pas tenus, alors que nous sommes délivrés des promesses que nous avons su tenir. C'est d'ailleurs un clin d'œil à Nietzsche qui disait que l'être humain, tout l'enjeu de l'éducation, c'est de faire de l'être humain un animal qui puisse promettre. Voilà. J'aimerais peut-être partager avec vous un dernier élément, une conversation que j'ai eue avec une dame très très âgée dans une maison de retraite, qui m'a dit que ce dont elle souffrait le plus dans sa situation actuelle, c'était, donc dans sa situation de vie dans une maison de retraite, c'était le fait de ne pas pouvoir appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer un café, ou ne pas pouvoir éplucher ses pommes de terre pour se préparer son repas. Elle avait le sentiment, en déléguant à d'autres ces petites actions du quotidien, de vivre par procuration. Vivre par procuration, l'expression m'a étonnée. Et finalement, il y a beaucoup de textes sur la vie, le sens de la vie, les écrivains, les poètes, les philosophes ont écrit plein de choses là-dessus, mais finalement, est-ce que la vie, ça n'est pas toutes ces petites actions anodines du quotidien, comme le fait d'appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer son café? Et si je pose cet élément-là, c'est parce que, en fait, cette question de vivre par procuration, c'est la question qui nous est posée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous allons décider de lui déléguer ou non? Et attention, parce que dans le choix de ce que nous allons décider de lui déléguer ou non, va se dessiner en creux la définition des êtres humains que nous voulons devenir. Je conclurai avec un verset très connu du livre de l'Ecclésiaste, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Ce verset semble terrible, terriblement vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ben non, il y a encore des guerres, des deuils, la méchanceté, la haine, les misères, les maladies, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on pourrait penser que c'est un verset qui est empreint de désespoir. Mais si nous le lisons, si nous le relisons attentivement, cherchons bien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous voulons trouver l'espérance, il va nous falloir apprendre à chercher sous la lune et sous les étoiles. Je vous remercie de votre attention.